Bonjour à tous, bienvenue dans Votre Santé sur TVADP. Nous sommes le 17 novembre 2025 et il est 20h. Vous êtes en direct. ARN messager. Depuis peu, ces mots font frémir depuis quelques années. Que ce qu'on va devenir avec cet ARN messager qu'on retrouve partout dans ces injections, même dans notre nourriture, dans notre alimentation, que sais-je encore. Alors, vous en entendez beaucoup parler depuis très longtemps. En fait, l'ARN messager, ça existe depuis que la vie est là, puisque c'est cette substance qui permet à nos organismes de fabriquer des protéines qui sont nécessaires à la vie. Cependant, il s'agissait jusqu'à présent d'ARN naturel. Maintenant, il y a des ARN de type auto-amplifiant, transamplifiant et que sais-je encore, à pointe quantique de graphène, tout ça dans des vaccins. On le retrouve maintenant partout, pas seulement dans les vaccins, mais pas seulement dans ce qu'on injecte, mais également dans notre alimentation, dans notre bétail. Vous avez tous entendu parler de ça. On va essayer de faire un petit point sur tout ça, ce qu'il faut en penser avec un spécialiste de la question, puisqu'il s'agit de Jean-Marc Sabatier, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous. Jean-Marc Sabatier, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est docteur en biologie cellulaire et microbiologique, habilité à diriger des recherches en biochimie, et un spécialiste des vaccins et thérapies à base de protéines modifiées. Donc, vous le savez, vous l'avez déjà souvent entendu dans différents endroits, pour nous parler du système rénine-angiotensine, pour nous parler de ces différentes substances qu'on nous injecte. On est très clair et très au fait là-dessus. Il s'agit vraiment d'une attaque sur le vivant. Bonjour à toi, Jean-Marc, et bienvenue dans cette émission. Bonjour aux autres. Ça me fait plaisir de te recevoir à nouveau. Même si on aurait aimé des sujets plus intéressants, plus alléchants, plus enthousiasmants que ceci. Ceci étant, on est quand même obligé d'en parler encore, parce qu'il y avait vraiment une attaque sur le vivant, sur notre propre génome même. On va en parler ensemble. Et j'aimerais bien que tu puisses, pour commencer cette émission, nous expliquer de quel type d'ARN on parle, de quoi on parle quand on parle d'ARN, entre l'ARN naturel, l'ARN auto-amplifiant, le transamplifiant, etc. Qu'on puisse s'y retrouver, parce que c'est parfois un petit peu flou dans la tête des gens. D'accord. Par rapport au vaccin, naturel d'abord, et puis par rapport au vaccin et à toutes les substances qu'on retrouve maintenant un petit peu partout. D'accord. Dans une cellule humaine, donc on a un noyau cellulaire qui contient donc des chromosomes, et ces chromosomes en fait contiennent des gènes, et ces gènes, il y a à peu près 22 500 gènes, ils sont transcrits donc en ARN. Donc ces gènes, c'est de l'ADN. Hein. Oui, c'est de l'ADN, oui. Et les gènes d'ADN, donc qui sont constitués de nucléotides. Les nucléotides, donc il y a une base qui va être A, T, G et C. Donc il y a 4 types de bases qui sont couplées au désoxyribose, qui est un sucre, et qui est couplé au phosphate. Voilà. Et pour les ARN, en fait, c'est différent, c'est AUGC. C'est l'alphabet de tout le vivant. Voilà. Et donc il y a une transcription des gènes pour fournir un ARN messager. Cet ARN messager est donc au départ dans le noyau cellulaire. Il subit un épissage, c'est-à-dire qu'il va être modifié, parce que dans des ARN messagers, il y a des régions codantes et il y a des régions non codantes. Hein. Donc il y a les exons qui sont codants et les introns qui sont non codants. Et lorsqu'il y a la maturation de l'ARN messager, il y a les introns qui sont éliminés. Il y a tout un système de régulation qui permet de voir si l'ARN messager est correct et fonctionnel. À ce moment-là, une fois qu'il est fonctionnel et épicé, il sort du noyau cellulaire et il va dans le cytoplasme où il va être lu par la machinerie de traduction cellulaire qui est constituée de ribosomes. Et ces ribosomes donc, vont permettre de produire des protéines, des protéines correspondantes. Ça, c'est pour l'ARN messager naturel. Alors, pour les vaccins, on utilise depuis 2019 donc l'ARN messager. Alors, il faut savoir qu'avant 2019, on utilisait comme vaccin essentiellement des microbes inactivés, par exemple un virus inactivé. On utilisait également des microbes atténués. Donc, ce sont des microbes qui sont peu méchants, mais qui sont entre guillemets
vivants. On utilisait également des vaccins à vecteurs viraux. Par exemple, on utilise un adénovirus qui a été modifié, auquel on a inséré, par exemple, un gène qui va coder pour une protéine antigénique. Et lorsque cette protéine antigénique sera produite, elle va stimuler le système immunitaire. Et puis, il y a aussi une approche vaccinale avec des vaccins recombinants, où on exprime juste là ou les protéines antigéniques d'intérêt. Et puis, il y a même aussi les peptides synthétiques, les vaccins synthétiques, qui sont constitués de fragments protéiques obtenus par synthèse chimique ou par génie génétique pour stimuler le système immunitaire. Et depuis donc 2019, il existe donc des vaccins ARN messagers, le Comirnaty de Pfizer-BioNTech et le Spikevax de Moderna. Alors, ce sont les premiers vaccins utilisés en masse contre la Covid. Et l'antigène produit, en fait, c'est une protéine spike qui est légèrement modifiée. Elle est modifiée sur 2 résidus d'acides aminés, sur 2 prolines, en position 986, 987. Et la protéine spike en elle-même est une protéine, comme un collier de perles, si vous voulez, de 1273 perles. En fait, on a modifié 2 perles contiguës. Le but de ces modifications, c'était de maintenir la protéine spike dans une configuration préfusionnelle pour qu'il y ait une bonne exposition du RBD, c'est un domaine de la protéine spike, c'est le récepteur binding domain, c'est la région de la protéine spike qui reconnaît le récepteur ECA2, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2 et qui est la cible de la protéine spike. Voilà. Alors, il y a beaucoup de problèmes avec ces ARN messagers, utilisés donc dans le Comirnaty de Pfizer-BioNTech et le Spikevax de Moderna. D'une part, on ne connaît pas la quantité d'antigènes qui va être réellement produite, c'est-à-dire que si on injecte une même quantité de vaccins ou d'ARN messager à une personne, à 2 personnes différentes, à ce moment-là, les quantités d'antigènes produites peuvent être très différentes. Ça va dépendre de la personne, de son âge, son état de santé, la présence ou non de comorbidité, de son système HLA, c'est-à-dire de sa génétique. Ça va dépendre de pas mal de choses, de l'état de son système immunitaire. Donc, si on injecte une dose adulte, par exemple, de 30 microgrammes à 2 personnes, eh ben, ces personnes ne vont pas produire nécessairement la même quantité de protéines spike, ce qui est un gros problème déjà dans une approche vaccinale. Après, c'est pas seulement un problème de l'eau, alors. Pardon ? Ce n'est pas seulement un problème de l'eau. Non, c'est pas seulement un problème de l'eau, oui, parce qu'il semble qu'il y ait, même c'est maintenant très clair, il y a eu plusieurs lots de vaccins. Notamment, ça a été montré avec les Suédois, le Danemark, etc., avec les pays nordiques qui avaient une très bonne traçabilité en fait des lots. Et on a pu voir clairement qu'il y avait 3 lots. Un lot qui faisait rien, un lot qui pouvait entraîner des pathologies, mais plus ou moins légères, et un lot mortel. Voilà. Les lots mortels, souvent, commencent par E ou par F. Voilà. Alors, pour continuer donc avec ces ARN messagers, donc la quantité de protéines antigéniques produites est pas la même, suivant les individus. En plus, on ne va pas connaître justement la dégradation le catabolisme de cet ARN messager. Parce que cet ARN messager, contrairement à ce qu'on entend un peu partout, en fait, il est très stable parce qu'il a été trafiqué. Donc, il ne correspond pas du tout à un ARN messager naturel. Il est très, très différent. Il a été modifié de multiples façons. Et la façon la plus marquante, c'est qu'on a substitué un des nucléotides, donc l'uridine. L'uridine, c'est un nucléoside, c'est l'uracile qui est couplé au ribose. On a modifié l'uridine par de la méthyl-1 pseudo-uridine. Et là, c'est un gros problème, justement, parce que la machinerie de traduction cellulaire ne reconnaît pas bien la méthyl-1 pseudo-uridine et fait des erreurs de traduction. D'où la création de protéines aberrantes. Donc, en gros, on ne connaît pas quelle va être la demi-vie de l'ARN messager. On sait qu'on peut détecter, notamment dans les ganglions lymphoïdes, de l'ARN messager vaccinal 2 mois après l'injection. Et c'est pareil aussi pour la protéine antigénique, donc la protéine spike légèrement modifiée. Actuellement, on est à 3 ans de protéine spike vaccinale produite après une injection. Ils ont pu détecter donc la présence de la protéine spike vaccinale 3 ans après une injection.
Vous voyez, ça soulève un certain nombre de problèmes. Après, Autrement dit, Jean-Marc, ça veut dire que certaines personnes ont été transformées en en usines à usine à fabriquer fabriquer, oui, plastique. de la spike, oui. Oui, oui. Alors, l'autre chose aussi, c'est que il y a un problème avec les nanoparticules lipidiques qui sont utilisées avec justement l'ARN messager dans ces vaccins ARN messager. Alors, pourquoi on met des nanoparticules lipidiques? Ces nanoparticules lipidiques, déjà, sont du cholestérol, des phospholipides, des lipides pégylés et des lipides cationiques, c'est-à-dire des lipides très basiques, très chargés positivement, justement pour pouvoir former des ponts salins avec les phosphates des nucléotides constitutifs de l'ARN messager. Donc, ce qui se passe, on met ces nanoparticules lipidiques parce que l'ARN messager, du coup, est un peu protégé dans ces nanoparticules lipidiques et il est moins visible du système immunitaire. Donc, ça permet de calmer le système immunitaire inné, puisque un ARN messager exogène est hyper-inflammatoire, parce qu'on a des systèmes de défense qui font qu'on reconnaît en fait les ARN messagers exogènes hein, qui ont été introduits dans l'organisme. Et donc, il y a une hyperinflammation qui est lancée avec ces ARN messagers. C'est pour ça que bon, ils sont dangereux. Et on utilise ces nanoparticules lipidiques donc pour calmer l'immunité innée, donc qui est responsable justement de lancer cette inflammation. Donc l'immunité innée, c'est les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, les granulocytes, et puis les mastocytes et les cellules NK, donc c'est l'immunité immédiate. Qui est pratiquement identique, quel que soit le type de microbe, hein, parasites, champignons, virus, bactéries. Donc, il faut calmer cette immunité innée. Donc, c'est ce qui est fait, entre guillemets, avec la méthylène pseudouridine. Et puis, ces nanoparticules lipidiques permettent de vectoriser l'ARN messager dans la cellule. Parce que normalement, un ARN messager seul ne serait pas capable de rentrer dans une cellule, parce qu'il ne pourrait pas franchir la barrière plasmique, la barrière cellulaire, justement, parce qu'il y a des phospholipides, il y a une répulsion de charges, hein, des charges négatives qui s'opposent, donc il y aurait une répulsion, et spontanément, l'ARN messager ne serait pas capable de rentrer dans la cellule. Donc là, comme il est neutralisé par la présence de lipides cationiques et par cette gangue, donc il peut pénétrer à l'intérieur de la cellule, là où il va être traduit en protéines. Alors, il y a un autre problème, c'est que le fait qu'il y ait une méthylène pseudouridine qui ne soit pas reconnue correctement par les ribosomes, ça entraîne la production d'une multitude de protéines hors cible. Donc, quand il va y avoir la traduction de l'ARN messager, vous allez avoir la production de la protéine spike légèrement modifiée, mais vous allez avoir aussi la production d'une multitude de protéines qui sont complètement inconnues. Hein. On parle de protéines aberrantes, de protéines hors cible, de protéines fantômes. Et le gros problème, c'est que ces protéines qui vont être produites, dont on ne connaît pas la nature, vont également stimuler le système immunitaire, comme la protéine spike. Et donc, ça va être problématique parce que en cas d'immunoréactivité croisée, c'est-à-dire de reconnaissance, par exemple par un anticorps qui va être produit contre une protéine inconnue, en cas de reconnaissance d'une autre protéine, ça peut entraîner justement des troubles métaboliques, parce que les protéines qui se promènent dans l'organisme, elles sont là pour quelque chose. Et donc, quand on neutralise une protéine qui est là normalement dans l'organisme, ça peut entraîner des pathologies, enfin des troubles. Donc, d'où les maladies auto-immunes, d'où les phénomènes de cancer. Est vraiment problématique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un ARN messager, celui de Comirnaty et le Spikevax, ils n'ont pas tout à fait la même taille, mais ils font un petit peu moins de 4300 nucléotides. Ça veut dire que statistiquement, il y a plus de 1000 méthyl-1 pseudouridine, aussi bien dans le Spikevax que dans le Comirnaty. Et ça veut dire qu'à chaque fois, il y a à peu près une chance sur 10 pour qu'il saute le cadre de lecture de +1. C'est-à-dire que quand le ribosome décode l'ARN messager pour produire la protéine spike, en fait, il lit des triplés de nucléotides. À chaque triplet de nucléotides correspond un acide aminé. Et comme le code génétique est dégénéré, des fois, il y a 2 triplets différents qui peuvent coder pour le même acide aminé. Et là, ce qui se passe, c'est que le ribosome, quand il arrive et qu'il voit une méthyle-1 pseudouridine,
eh ben, une fois sur 10, il saute le cadre de lecture de +1. Ça veut dire que le triplet qu'il va lire ne va strictement rien avoir à voir avec justement la protéine spike. Et il va incorporer donc un acide aminé qui n'a rien à voir avec l'acide aminé qu'il aurait dû incorporer. Et donc, toutes les incorporations ultérieures, donc en aval de cette méthylame pseudo-uridine, eh ben, toutes ces incorporations ne vont pas correspondre du tout à la protéine spike. Bon, quelque part, c'est pas mal parce que la protéine spike, elle pose des problèmes. Mais disons qu'on a des protéines chimères, on peut avoir des protéines mutantes, enfin des protéines inconnues. Et quand il ne saute pas ce cadre de lecture, ce qui est le cas 9 fois sur 10, il se trompe quand même. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas bien justement la méthylame pseudo-uridine et il n'incorpore pas le bon acide aminé. Donc dans tous les cas, il y a une production d'une multitude de protéines qui n'ont strictement rien à voir avec la spike et dont on ne connaît pas la nature. Alors il y a un autre gros problème aussi, c'est la biodistribution donc, de ces ARN messagers et de ces protéines antigéniques, hein, les protéines spike et puis les autres protéines inconnues. Parce qu'évidemment, ça ne reste pas dans le muscle deltoïde, ça se balade partout et c'est capté par tout tissu, tout organe. Et c'est la même chose pour les nanoparticules lipidiques. On sait par exemple que ces nanoparticules lipidiques qui servent donc à protéger d'une hyperstimulation de l'immunité innée et à la vectorisation des ARN messagers, on sait que ces nanoparticules lipidiques aussi, elles sont captées par plein d'organes, notamment la rate et les organes reproducteurs. Et ce sont aussi des composés qui sont toxiques. Donc, ça a été décrit bien avant 2019. Donc, voilà. Donc, il y a également un problème au niveau des nanoparticules lipidiques, et puis qui peuvent virtuellement être captées par des tas d'organes. Et puis, le problème vraiment majeur, c'est l'insertion possible de l'information génétique qui code pour la protéine spike dans le génome humain. Alors, ça a été démontré sur des dizaines de lignées cellulaires qui ont été mises en contact justement du vaccin ARN messager. Bon, je parle de vaccin, hein, mais on a bien compris que ce n'était pas un vaccin. Mais quand on le met au contact de ces lignées cellulaires, justement, l'ARN messager Comirnaty, et on voit qu'il y a une rétrotranscription, c'est-à-dire qu'il y a une copie de l'information génétique portée par l'ARN messager en ADN grâce à donc une enzyme, enfin système enzymatique qui s'appelle LINE1 qui fait une activité DNA polymérase ARN dépendante. Et à partir du brin donc monocaténaire d'ADN, il y a un deuxième brin complémentaire de cet ADN qui est formé. Et l'ADN bicaténaire peut être intégré donc, dans le génome humain. Alors ça a été démontré. On a pu détecter la présence de fragments de la protéine spike dans le génome humain, notamment au niveau du chromosome 19. Ça a été démontré là, par le groupe Maculo, Hucher, etc. Donc on sait que c'est possible. On n'a jamais, à ma connaissance, détecté la présence de la protéine spike, de l'information génétique de la protéine spike en entier, mais bon, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et quelque part, ce n'est pas tellement surprenant parce que la DNA polymérase ARN dépendante a aussi une fidélité qui est pas bonne, c'est-à-dire qu'elle se trompe aussi. C'est-à-dire que quand elle copie l'ARN en ADN, elle fait des erreurs aussi. Et ces erreurs peuvent conduire justement à l'apparition de codons stop, par exemple, hein, UAA, UGA et UAG. Voilà. Ça, c'est vraiment problématique. Est-ce que selon toi, Jean-Marc, on assiste réellement à une transformation du vivant? Ah ben là, oui. Là, oui, c'est quand même sacrément problématique parce qu'il y a l'information génétique, en tout cas au moins d'une partie de la spike ou de la spike entière, qui rentre dans le génome. Alors, ce n'est pas nécessairement délétère, hein, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un élément qui est intégré au génome qui va nécessairement s'exprimer. Parce qu'il faut des tas de choses, il faut un promoteur, enfin, il faut répondre à pas mal de critères pour qu'un élément qui s'est intégré dans le génome humain puisse s'exprimer, puisse être transcrit. Mais bon, ça veut dire quand même qu'il y a un risque. Alors, il faut savoir quand même que notre génome est constitué en très grande partie justement d'informations qui proviennent de virus, notamment de rétrovirus. Hein. C'est entre 17 et 23% du génome qui contient des informations provenant du virus. Et même si on compte les LTR, qui sont des long terminal repeats, là, qu'on retrouve aux extrémités
des génomes viraux, à ce moment-là, on monte presque à 50% du génome. Hein, donc, c'est énorme. Voilà. Tout à l'heure, Jean-Marc, tu parlais des différents lots de vaccins. Est-ce que, plutôt que de lot, on pourrait même presque dire loterie? Ah oui, c'est vraiment une loterie, oui. Ça. Oui, c'est la loterie et bon, le gagnant, par contre, il n'a pas de chance, oui. Celui qui tombe sur le lot mortel. Alors, le lot mortel est très peu, il représente 80% des effets létaux, hein, de la mortalité, hein, c'est 80%. Ce sont des petits lots. Les lots les moins méchants sont beaucoup plus nombreux. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est une loterie. Hein. Ouais. Et est-ce que, à ton avis, les personnes qui ont été vaccinées il y a maintenant plusieurs années, qui n'ont pas fait de rappel, qui n'ont pas eu de symptômes, sont-ils à l'abri de toute complication liée à ces vaccins, ou est-ce qu'ils ont quand même malgré tout une épée de Damoclès sur la tête? Imaginons une personne qui a fait 3 doses et qui si va on est asymptomatique. En 2022, quoi. Ouais, c'est-à-dire que si on est asymptomatique, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet secondaire particulier, bah, avec le temps, bah, c'est bon signe quand même, quoi. Maintenant, c'est vrai que ça peut lancer une tumeur, par exemple, hein, ça peut lancer un cancer. Quand ça lance un cancer, ben, il faut un certain temps pour qu'il apparaisse, pour qu'il soit visible, qu'il provoque des troubles. Hein. Au début, il est invisible, hein, il est silencieux. Voilà, donc ça peut lancer une inflammation chronique et puis qui se traduit par... On n'a pas que des turbocancers, on peut avoir aussi des cancers qui surviennent des années. On peut avoir des cancers très lents et des cancers très très rapides. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ARN messagers sont problématiques. Il n'y a pas que le vaccin ARN messager anti-Covid hein, contre le SARS-CoV-2. Parce que celui-là est particulièrement dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a de la protéine spike. Et que la protéine spike, elle est responsable de pathologies qu'on appelle les spikopathies. Alors pourquoi? Parce que la protéine spike est capable directement de dérégler le système rénine-angiotensine, qui pilote le fonctionnement du corps humain. Hein. Donc c'est vraiment le master system qui contrôle tout au niveau du corps humain. Il contrôle tous les types cellulaires, les cellules nerveuses, les cellules immunitaires, les cellules épithéliales, intestinales. Il contrôle vraiment tout le fonctionnement cellulaire. Et à ce titre, justement, quand le système rénine-angiotensine est dérégulé, il peut provoquer tout type de pathologie, hein, des troubles neurologiques, neurodégénératifs, des troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, de l'auto-immunité et des tumeurs aussi. Hein. Donc, il peut provoquer tout ça. Voilà. Et la spike, bah, comme elle est délétère, hein, parce qu'elle se fixe sur le récepteur SA2, elle gêne la dégradation d'une hormone qui est l'angiotensine 2, qui elle est en excès et est capable donc de suractiver un récepteur délétère. Voilà. Qui provoque bah, une vasoconstriction, mais qui peut provoquer aussi une vasodilatation, parce qu'il lance plusieurs phénomènes. Donc, généralement, il est pro-hypertenseur, mais il peut être aussi hypotenseur. Indirectement, par exemple via un SAMA ou via un SIBO. Il est aussi donc inflammatoire. Hein, il stimule donc la production de cytokines pro-inflammatoires et puis il est aussi pro-oxydant parce qu'il active une NADPH oxydase qui produit des particules réactives de l'oxygène qui sont à l'origine des radicaux libres, hein, qui sont très délétères pour les cellules. Et puis il provoque des thromboses aussi. Il provoque une désaturation du sang en dioxygène, il provoque une hypoxie, du coup une déficience d'alimentation des tissus et des organes en oxygène, puisqu'il est pro-hypoxémique. Et puis il est aussi pro-angiogénique, c'est pour ça aussi qu'il va favoriser le développement de tumeurs, parce qu'il va favoriser la croissance justement des vaisseaux sanguins. Et puis il provoque une fibrose aussi des organes, il provoque une hypertrophie des organes, et il fait chuter le monoxyde d'azote, qui justement est vasodilatateur, mais qui est impliqué aussi dans des tas de phénomènes mnésique, de mémorisation, qui est important aussi pour l'immunité, pour l'inflammation. Voilà. Donc, en tout cas, ce dérèglement du SRA correspond à une suractivation du récepteur AT1R qui est très délétère. Mais il faut savoir qu'en dehors des vaccins anti-Covid, de toute façon, les ARN messagers sont délétères. Ils sont délétères tout simplement parce que tous les ARN messagers sont capables d'être reconnus justement par des récepteurs
cellulaires qui sont impliqués dans la défense de notre organisme. Ce sont des récepteurs de reconnaissance de motifs pathogènes. Et notamment, on sait que les ARN messagers, quels qu'ils soient, ils sont capables d'activer, par exemple, un récepteur qui s'appelle TLR3, le Toll-like récepteur 3, qui reconnaît, généralement qui reconnaît pas mal de choses, mais qui reconnaît les ARN, notamment double brin, hein, les DS-ARN. Il reconnaît aussi un récepteur qui s'appelle TLR7, qui reconnaît les ARN messagers monobrins. Il reconnaît le TLR8 aussi, qui reconnaît aussi des ARN messagers monobrins. Alors, le TLR3, TLR7, TLR8, ça se trouve au niveau des endosomes. Donc, c'est un organite, enfin, c'est une structure qui est dans la cellule, parce que le virus SARS-CoV-2 peut infecter une cellule par deux voies, une voie endosomale et une voie non endosomale. Dans la voie non endosomale, ça va être une fusion de la membrane du virus SARS-CoV-2, donc avec la membrane cellulaire. Donc vous avez la protéine spike du virus qui se fixe sur le récepteur ESA2. Vous avez une étape de clivage de la protéine spike qui est indispensable pour que le virus puisse rentrer dans la cellule et infecter la cellule. Et ce clivage se fait par une enzyme qui est une sérine protéase qui s'appelle TMPRSS2. Et puis il y a une autre voie d'infection des cellules qui est une voie endosomale. Et là, il y a le virus qui reconnaît également donc, le récepteur ECA2. Mais pour rentrer, il y a deux autres enzymes qui peuvent couper justement cette protéine spike lors de l'étape de priming. Ça va être soit la furine, dont on a bien entendu parler justement parce qu'il y a un site furine dans la protéine spike du SARS-CoV-2 et du vaccin. Et puis, une autre enzyme qui s'appelle la catepsine. Donc, ce sont des sites de clivage qui sont différents. TMPRSS2, la fluorine et puis la catepsine ne coupent pas au même endroit, mais cette étape de clivage de la protéine spike est indispensable pour que justement le virus soit capable de pénétrer dans la cellule. Et quand il rentre dans la cellule, il y a soit une voie rapide quand c'est un clivage par la fluorine, soit une voie de pénétration plus lente, d'infection plus lente, lorsque la protéine spike est clivée justement par la catepsine. Alors, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, qui est une molécule basique, elle a la particularité de diffuser dans les organites et justement dans les endosomes, pour que le virus soit capable de sortir dans le cytoplasme pour se répliquer, il a besoin d'une étape d'acidification de l'endosome pour qu'il puisse sortir justement dans le cytoplasme. Et justement, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine gêne cette étape parce qu'elle diffuse dans le compartiment et comme elle est basique, elle gêne l'acidification des endosomes. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une activité donc antivirale. J'ai quelques questions à te poser, mais entre-temps, on en a eu quelques-unes. Juste pour finir, parce que là, j'ai parlé donc des trois récepteurs, donc TLR3, TLR7, TLR8, activés par les ARN messagers, mais il y en a deux autres aussi qui sont activés par les ARN messagers. On les retrouve sur toutes les cellules qui ont un noyau, toutes les cellules nucléées. Donc, on les retrouve sur des cellules du système immunitaire, comme les TLR3, les TLR7, TLR8, mais on les retrouve aussi sur des cellules épithéliales, par exemple pulmonaires, etc. Vous les retrouvez sur des cellules endothéliales. Alors, il y a un récepteur qui s'appelle RIG1, justement, donc RIG1, et puis un autre qui s'appelle MDA5, qui reconnaissent soit un ARN double brin, soit un ARN simple brin. Alors, tu vois, Jean-Marc, il y a une question là qui est directement pour toi concernant le shading. Est-ce que tu pourrais y répondre? Oui. Le shading, il existe avec le SARS-CoV-2. Disons que le shading, c'est un phénomène qui a été décrit pour de très nombreux microbes, très nombreux virus, notamment. Donc, c'est une transmission aéroportée, ça peut être par la respiration, par la toux. D'accord, mais alors, concernant je ne sais pas dans quelle mesure c'est responsable de contamination. Disons qu'au début, ça doit être évidemment plus fort qu'après, quoi. Mais ça signifie qu'une personne vaccinée, potentiellement, peut-être transmettre justement à une personne non vaccinée contaminée. Ce sont des choses qu'on a tous observées, des personnes qui, curieusement, se sentaient malades après avoir passé une soirée avec des personnes multi-injectées. Oui.
Oui, Alors, qui tiens, crache justement, de une question virus. ici que je voulais te poser, Jean-Marc. Par Euh, exemple, pour le virus de la grippe, on sait qu'une personne qui est vaccinée contre la grippe, en cas d'infection, crache 6 fois plus de virus Tout qu'une à fait. personne non vaccinée. Absolument. Hélène Banou nous l'avait déjà spécifié ici Oui, dans cette oui, émission. oui. Et au passage, la personne vaccinée a 30% de chances de plus d'attraper le virus qu'une personne non vaccinée. Enfin bon, ça, c'est... Alors, ici, on a une affirmation qui est très nette et sur laquelle je voulais t'interroger également. Est-ce que tu penses que ça a été une histoire on va dire, d'apprentis sorciers, de sorciers qui vivaient un petit peu dans leur roue de hamster et qui continuent à travailler et ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient avec on va dire une machinerie qui leur échappe? Ou est-ce qu'il y a réellement une intention derrière, et dans ce cas-là, une intention malveillante, et que Alors, ce vaccin, et éventuellement même ce qui a été considéré comme le virus du SARS-CoV-2, n'est pas survenu de nulle part, mais plutôt réellement une arme biologique? Parce que tu parles également d'Adarpa dans ton livre. oui. Alors, bon, je tiens quand même à préciser que je m'exprime en mon nom propre, non pas au nom Tout de à mon fait, oui, oui, livre, hein. on est d'accord. Surtout là. Ouais. Disons que pour moi, ce ne sont pas des apprentis sorciers. C'est ce que on pouvait penser au début, mais pour moi, c'est plus sanitaire. Pour moi, ça peut pas être sanitaire. C'est pas possible pour plusieurs raisons. D'une part, au départ, on pouvait croire qu'ils n'avaient pas conscience que l'ARN messager vaccinal était dangereux, que l'utilisation de la stratégie des ARN messagers pour vacciner était une stratégie qui était dangereuse. Mais là, vu tous les effets secondaires qui ont été répertoriés, ultravigilance, VAERS, et qui continuent encore à vouloir vacciner tout le monde avec de l'ARN messager, et là, pour moi, ça pose un problème. C'est-à-dire que c'est pas logique. Il faut savoir quand même, rien qu'à VAERS, les remontées correspondent à 1%. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui ont des problèmes, d'effets secondaires des vaccins, en fait, il n'y a que 1%, il n'y a qu'une personne qui fait réellement une remontée à VAERS. C'est ce qui a été déterminé, c'est ce qu'a dit Kennedy. Initialement, nous, on pensait que c'était entre 5 et 10%, mais en fait, c'est encore moins que ça. C'est à peu près 1%. Enfin, d'après les données de Kennedy, qui est donc l'équivalent du ministre de la Santé aux États-Unis. Et quand même, avec ces remontées donc, qui sont vraiment sous-estimées, eh ben, on dépasse toutes les remontées qui ont été décrites à VAERS d'effets secondaires pour tous les vaccins sur une période de 36 ans. Donc, tout aurait dû être arrêté de longue date. Et là, on continue, on parle encore de rappels vaccinaux pour les femmes enceintes. Bon, on injecte volontiers aussi les enfants avec ces vaccins ARN messagers, donc il y a un problème. Et puis le fait qu'on cache quand même toutes les remontées des effets secondaires au maximum. Elles sont cachées. Il y a énormément de censure, donc il y a beaucoup de désinformation qui est faite, et pas par ceux qu'on appelle les désinformateurs, c'est plutôt l'inverse. Donc il y a beaucoup de désinformation qui est faite justement sur la dangerosité de ces vaccins ARN messagers. Et puis des molécules ont été diabolisées alors qu'elles auraient été très utiles, notamment dans des traitements ambulatoires précoces, notamment l'ivermectine, la vitamine D qu'on a voulu classer comme perturbateur endocrinien, alors qu'en fait, c'est une molécule très bénéfique. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui montrent que ça ne va pas. Et le pire, c'est que maintenant, on veut remplacer à l'horizon 2030 tous les vaccins actuels, à peu près 500, par des vaccins ARN, et notamment ARN messagers auto-amplifiants, qui sont les pires de tous. Donc là, ça ne peut pas être sanitaire, parce que l'ARN messager auto-amplifiant, c'est une vraie cochonnerie. Donc c'est évident que ça peut avoir que des effets délétères. Alors, non seulement dans tous les vaccins, mais là, on va peut-être même pouvoir aller plus loin dans cette émission, puisque tu parles aussi dans ton livre, que j'avais oublié de présenter au départ, et tu parles aussi dans ton livre de l'ARN qui est... Alors, coécrit avec Estelle Fougère, qui n'a pas pu assister. Avec Estelle Fougère, tout à fait. On aurait bien aimé qu'elle soit là ce soir, mais elle n'était pas disponible. Oui. Où tu parlais également du fait que ces ARN messagers, cette nouvelle mode de thérapie,
Et ce n'est pas qu'une question de piqûre, hein. Il suffira de manger une salade pour être vacciné, des légumes modifiés pour, entre guillemets, protéger ceux qui les consomment. Et on parle même de patch ou d'inhalation nasale de ces produits. On est en train de se demander, mais comment est-ce qu'on peut chercher à y échapper, puisqu'on a l'impression que ce sera partout. Ben oui, oui, oui. Ah ben là, ça va être, si les gens ne se réveillent pas, ça va être difficile d'y échapper, hein, parce que là, ils ont prévu je veux dire, de transformer tous les vaccins actuels, même ceux qui ne posent pas de problèmes particuliers, justement par des vaccins ARN messagers, notamment auto-amplifiants. Donc, on est d'accord, Jean-Marc, que pour le moment, le vaccin contre la grippe n'est pas ARN messager, que les vaccins pour les enfants ne sont pas ARN messagers, mais que d'ici 2030, ça risque fort de le devenir. Oui, oui. Alors, il y a un vaccin pour enfants quand même qui est ARN messager, hein. C'est le Comirnaty. Le Comirnaty, il existe en forme infantile, donc de 6 mois, de 6 mois à 5 ans révolus, ils injectent 3 microgrammes, donc c'est le 10e de la dose adulte. Et puis, encore faut-il être assez cinglé pour faire vacciner son enfant. De 6 ans à 12 ans, c'est le tiers de la dose, hein, c'est 10 microgrammes. Il faut encore être suffisamment cinglé pour faire vacciner son enfant de 0 à 6 ans. Alors, ils ne sont pas obligatoires, mais... Ouais. Alors, ils existent. Comment ça se passe alors, pour les animaux? C'est-à-dire que les personnes qui regardent que les médias mainstream, voilà, et puis qui ne vont pas plus loin, ils sont tentés voilà, ils pensent qu'il y a une protection réelle, etc. Mais la désinformation, c'est pas nous qui la faisons, hein. Oui, mais pour vacciner ses enfants, il faut aussi passer par un médecin. Et là, je ne suis pas certain que les médecins puissent actuellement, même ceux qui ont plongé dans cette crise, soient encore en mesure de nier la dangerosité de ces substances. Oui, il y en a encore qui sont bien bouchés quand même, mais bon. Alors pour les adultes sans doute, mais peut-être pas pour les enfants. En tout cas, espérons-le. Comment ça va se passer, Jean-Marc, par rapport à notre alimentation? Parce qu'autant on peut se passer de vaccins si on est capable de dire non et non négociable, mais pour l'alimentation, il va bien falloir mûrir. On n'est pas tous faits pour la méthode Prana. Oui, l'alimentation, c'est un gros problème. D'autant plus que là, c'est en train de se développer. Là, c'est sérieux, hein. Déjà, on avait donc un vaccin ARN messager auto-amplifiant anti-Covid qui a été accepté cette année, hein, en début d'année, par l'EMA, hein, donc l'Agence européenne du médicament. Il existait déjà au Japon, c'était le Costev, hein, qui était utilisé depuis 2023. Donc maintenant, il peut être potentiellement utilisé en Europe, hein, puisqu'il a l'agrément. Et puis, il y a aussi le vaccin Ceva, le Response AI5H, qui est développé en fait. En fait, c'est pas un vaccin de Ceva. Ceva achète ce vaccin, il est sous-traité, il l'achète à l'étranger. C'est soit Moderna, à mon avis, soit Comirnaty, mais c'est pas précisé. En tout cas, c'est un vaccin ARN messager auto-amplifiant qui a été utilisé pour vacciner, entre guillemets, des canards. Alors, il y a eu une ATU qui a été déposée, donc une autorisation temporaire d'utilisation pour vacciner des canards. Il y a eu 62 millions de canards qui ont été vaccinés, donc soit avec un vaccin inactivé, soit avec ce vaccin Ceva, donc ARN messager auto-amplifiant. Il n'a pas été utilisé tout de suite, il a été utilisé plutôt en 2024, mais il était déjà autorisé en 2023. Et ils ont injecté pas mal d'animaux. À l'heure actuelle, on considère qu'il y a à peu près 35 millions de canards qui ont été injectés justement avec le vaccin ARN messager Ceva. Alors, ce vaccin ARN messager Ceva, c'est un auto-amplifiant. Donc, en fait, vous avez la structure de l'ARN messager et il y a une information génétique qui a été rajoutée dans cet ARN messager, en plus de l'information qui va coder pour la protéine antigénique. Alors là, comme c'est un vaccin contre la grippe aviaire chez le canard, l'antigène, ça ne va pas être la protéine spike, ça va être l'hémagglutinine H5, hein, puisque le virus de la grippe aviaire pour le canard, c'est le H5N8. Et donc, l'antigène produit, là, c'est le H5, l'hémagglutinine H5. Et ils ont rajouté, donc en amont
de la région justement qui code pour l'hémagglutinine H5, entre la région 5' et la région ORF. Ils ont rajouté donc une information qui va coder pour un complexe d'enzymes, de 4 enzymes, qui proviennent d'un virus qui s'appelle le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et à partir de ce complexe, une fois que l'ARN messager auto-amplifiant a été traduit, donc il aura produit de l'hémagglutinine H5 et les 4 protéines du complexe réplicase qui agissent de concert. Elles agissent ensemble et notamment, elles sont capables de fabriquer de l'ARN à partir de l'ARN messager auto-amplifiant. Elles ont une activité, donc toutes les 4, une activité donc ARN polymérase, ARN dépendante, et donc elles vont fabriquer le brin complémentaire de l'ARN messager auto-amplifiant. Le brin complémentaire donc est de polarité négative, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être traduit en protéines. Par contre, ces protéines vont utiliser justement le brin d'ARN qu'elles viennent de fabriquer pour fabriquer le brin complémentaire de l'ARN néoformé, et ce brin complémentaire va correspondre à l'ARN messager auto-amplifiant. Donc, on a une espèce de photocopieuse dans l'organisme à fabriquer de l'ARN messager auto-amplifiant. Alors, en fait, il sera légèrement différent. Ça ne sera pas vraiment une copie conforme. Pourquoi? Parce que l'ARN messager auto-amplifiant du CEVA, il utilise un nucléoside modifié. Il ne précise pas sur la notice quel est le nucléoside modifié, mais à tous les coups, c'est de la méthyle-1 pseudo-iridine. Parce que c'est un vaccin qui a été homologué en 2023, et à l'époque, même maintenant, on n'utilise que la méthyle-1 pseudo-iridine. Et donc, c'est problématique parce que vous savez qu'il fait des tas d'erreurs. Mais ça veut dire que quand le complexe réplicase va copier cet ARN messager, et comme dans l'organisme, on n'a pas de méthyle-1 pseudo-iridine, on va fabriquer un brin d'ARN messager donc auto-amplifiant, avec potentiellement aussi des erreurs dedans. Donc on a des ARN. Alors, le danger, il vient de là. C'est-à-dire que, oui, le gros danger, c'est qu'on a, une usine, en fait, on se comporte comme une usine à fabriquer la protéine antigénique plus le complexe réplicase. Et l'activité du complexe réplicase, on ne va pas la maîtriser, puisqu'en fait, c'est un complexe enzymatique qui fabrique de l'ARN à partir d'une matrice d'ARN, et dans l'organisme, on ne pourra pas savoir ce qu'il va faire. En tout cas, ce qu'il va faire, dans tous les cas, ça ne va pas être bon. Ça peut être que problématique. On ne va rien contrôler et on ne va pas être en mesure de le neutraliser, à moins d'utiliser un ARN interférent. Mais bon, encore faut-il avoir un ARN interférent qui soit capable de neutraliser l'ARN messager. Alors, tu parles aussi dans ton livre avec Estelle des vaccins ARN messagers couplés à des points quantiques de graphène. De quoi s'agit-il? Oui. Alors, c'est différent en fait. Là, pour les vaccins donc, classiques, alors, il faut préciser que le CEBA, ce vaccin contre la grippe aviaire chez le canard, il n'utilise pas des nanoparticules lipidiques comme le Comirnaty ou le Spikevax, comme les vaccins anti-Covid, ARN messagers. Parce que les ARN messagers contre la Covid, eux utilisaient des nanoparticules lipidiques, donc cholestérol, phospholipides, lipides pégylés et lipides cationiques. Là, pour le CEBA, c'est différent. Ils utilisent en fait des particules, des nanoparticules d'oxyde ferrique, donc c'est Fe2O3 ou Fe3O4, et c'est de l'oxyde ferrique, donc Fe3+, et ces particules-là, normalement, elles s'agrègent. Et donc, il faut utiliser une substance un peu dispersive. Et c'est pour ça qu'ils enrobent justement ces particules, ces nanoparticules d'oxyde de fer avec de l'acide oléique. Donc, l'acide oléique, c'est un acide gras en C18. C'est un oméga 9 monoinsaturé. Et donc, ça se met autour de ces nanoparticules d'oxyde de fer et puis ça empêche justement qu'elles s'agrègent. Et dedans, il y a aussi un lipide cationique, justement, donc très chargé positivement, très basique, qui permet donc de faire des ponts salins, justement, avec l'ARN messager auto-amplifiant. Et puis, il y a du squalène. Et ce squalène est en émulsion. Et c'est problématique parce que lorsqu'il est en émulsion, à ce moment-là, il est délétère. C'est-à-dire qu'il va stimuler, il va provoquer un stress oxydant local. Et donc, il va stimuler le système immunitaire, il va provoquer des micro-inflammations. Et ça veut dire que ce vaccin CEVA, il est très dangereux. Et on le voit sur la notice. Sur la notice, il est marqué
que si jamais on se pique accidentellement en essayant, par exemple, de vacciner, entre guillemets, un canard, à ce moment-là, il faut tout de suite aller à l'hôpital parce qu'il y a des risques de nécrose ischémique avec amputation possible du doigt. Et immédiatement écrit en majuscule, hein, donc ça rigole pas. Et donc ça veut dire qu'en fait les canards, bon, ils se prennent une cochonnerie, hein, c'est-à-dire que ça va être évidemment délétère chez les canards. Donc les canards peuvent pas se plaindre. On verra Non pas. seulement ils peuvent se plaindre, mais ils sont tués assez rapidement après la Oui, vaccination. 2 mois. 2 mois, c'est pour ça. Ils peuvent avoir une tumeur ou n'importe quoi. De toute façon, on le verra pas parce qu'ils sont sacrifiés au bout de 2 mois, hein, en moyenne. Je vais te citer là, dans ton livre par rapport au passage sur l'ARN messager couplé à des points quantiques de graphène, parce que c'est intéressant aussi. Alors de là, c'est revenir différent. là-dessus. C'est-à-dire que là, les points quantiques de graphène, déjà, on les fabrique à partir de l'acide citrique. Donc sur l'acide citrique, on fait une pyrolyse et on obtient une espèce de dérivé qui a à la fois des charges positives et des charges négatives. Et sur ce dérivé, on fait une carbonisation et on obtient du graphène. Le graphène, c'est en fait du carbone, c'est du carbone pur qui est en nid d'abeille. Voilà, c'est par exemple les mines de crayon, c'est du graphène. Et ce graphène-là, il a la particularité justement d'être conducteur. Le graphène est conducteur, hein, c'est du carbone. C'est même le meilleur conducteur qu'on connaisse. Oui, c'est un très bon conducteur, oui. Oui. Et c'est pour ça qu'avec le graphène, on peut faire justement des nano-antennes, on peut l'utiliser pour l'IOBNT, hein, l'Internet des bio-nanochoses, etc. Parce que ça peut stocker de l'énergie, ça peut restituer de l'énergie, ça peut servir de biocapteur, hein, on peut en faire beaucoup de choses. Et en fait, ce graphène-là, seul, il ne va pas faire grand-chose, il faut le fonctionnaliser. Et donc, on peut utiliser différents types de réactifs chimiques pour le fonctionnaliser. Et généralement, on utilise du polyéthylénimine. C'est un composé qui va se fixer sur le graphène et qui va donc le fonctionnaliser et apporter énormément de charges positives dessus. Ça veut dire qu'on va avoir en fait du carbone avec des tas de sites chargés positivement qui sont des sites d'interaction potentielle justement avec les phosphates des nucléotides de l'ARN. Donc l'ARN va se fixer justement sur le graphène fonctionnalisé. Et ce qui est dangereux avec ces nanoparticules ces vaccins à graphène, quoi, hein, à point quantique de graphène, ce qui est dangereux, c'est qu'il y a la possibilité de les activer par des sources lumineuses, par exemple de l'énergie photonique, mais également des ultrasons, et puis aussi toutes les sources électromagnétiques. Oui, et des ondes électromagnétiques. Donc ça veut dire qu'on peut. Je me souviens, Jean-Marc, que lors du premier confinement en 2020, sont apparus un peu partout dans le monde des antennes 5G, c'est-à-dire qu'on nous empêchait de sortir, mais les préparateurs techniques, eux, avaient le droit de sortir pour nous installer des antennes un peu partout. On se souvient aussi, ça a été décrit dans un livre d'un médecin américain, Thomas Sewan, oui, c'est ça, Thomas Sewan, qui parlait du fait que il y avait, avant l'apparition de la pandémie, la pseudo-pandémie à Wuhan en 2019, il y avait plus d'antennes 5G dans tout Wuhan et autour de la ville que dans tout le territoire des États-Unis d'Amérique. Oui. Bah, les antennes 5G, je crois que ça va jusqu'à... là, actuellement, je crois que c'est 37 GHz ou quelque chose comme ça, c'est moins de 40 GHz. En fait, le graphène est très dangereux entre 57 et 64 GHz, notamment l'oxyde de graphène. Pourquoi? C'est parce que, en fait, à ces fréquences, les ondes électromagnétiques peuvent faire changer de spin le dioxygène, le pouvoir rotatoire, et à ce moment-là, le dioxygène fonce sur l'oxyde de graphène. Et ça veut dire que globalement, si on nous soumet à un champ vraiment à très haute fréquence, hein, donc entre 57 et 64 GHz,
on pourrait souffrir d'hypoxie, en fait, de manque d'oxygène, justement, parce que le dioxygène qu'on aurait dans l'organisme foncerait justement sur l'oxyde de graphène. Est-ce que tu penses… L'oxyde de graphène, pour les auditeurs, il faut savoir, c'est que donc, le graphène est conducteur, mais il peut être oxydé. Et quand il est oxydé, il devient de moins en moins conducteur. Et quand il est très oxydé, il devient isolant. Et de nouveau, il peut être réduit pour redevenir conducteur. Et il s'oxyde en incorporant en fait des atomes d'oxygène. Ils peuvent incorporer 4 formes d'atomes d'oxygène, soit sous forme époxy, donc O avec deux liaisons, soit sous forme carbonyle, CO, soit sous forme hydroxyle, donc OH, soit sous forme carboxyle, COO. Alors, est-ce que ça veut dire, Jean-Marc, que l'oxygène peut être un facteur favorisant la neutralisation du graphène? Neutralisant, en tout cas, ça neutralise la conductivité du graphène. C'est-à-dire pour le faire passer d'un état où il va être conducteur à un état isolant. D'accord. Donc, en tout cas, le degré d'oxydation va modifier en fait sa conductivité, quoi. Tu n'es pas sans savoir que dans le début des injections anti-Covid, il y avait une polémique qui a couru quand même très très fort sur la présence ou non de graphène dans ces injections, et que même beaucoup étaient ceux qui affirmaient que les effets secondaires qu'on voyait de ces vaccins, qui étaient peut-être même des effets primaires, étaient principalement liés à la présence de particules de graphène. Vrai ou pas, je n'en sais rien, mais est-ce que toi tu crois que dans ces injections au départ, il y avait réellement de l'oxyde de graphène, des choses qu'on nous avait cachées, parce que les biologistes, les médecins, et ça, sont incapables de voir ce genre de phénomène. Ça ne peut être que détecté par des gens qui sont des spécialistes des nanotechnologies. Oui, alors il y a quand même plusieurs groupes dans le monde indépendant qui ont établi la présence d'oxyde de graphène. Donc, a priori, il doit y en avoir. Parce que on pense effectivement à la Quinta Colonna, au docteur David Nixon en Australie. J'ai vu l'oxyde de graphène marqué justement dans une notice confidentielle de Pfizer. Maintenant, bon, je ne sais pas si c'est un document réel ou si c'est un fake. En tout cas, je l'ai vu écrit, moi, sur un document qui était censé être un original. D'accord. Une petite pensée aussi particulière pour nos amis de Nextdose, Guillaume et Sébastien, qui en avaient parlé et maintenant sont plus en mesure de s'exprimer. On parlait aussi, oui. Mais ils en avaient aussi également beaucoup parlé. On pense aussi à David Nixon, qui est en Australie, qui en parlait aussi, notamment dans cette émission. Dis-moi, Jean-Marc, j'ai une petite question très simple. C'est de tout ce qu'on voit ici, de ce qu'on a subi depuis autant d'années avec ces injections, et le fait que non seulement ça continue de plus belle, qu'on va mettre de l'ARN partout, à la fois dans les vaccins, dans les sprays nasaux, dans des patchs avec des micro-aiguilles dans notre alimentation, on va vacciner le bétail, les plantes, etc. Est-ce qu'il n'est pas un crime contre l'humanité qui se joue devant nous avec une volonté manifeste de nuisance? Tu disais tout à l'heure, tu parlais que ça n'avait strictement plus rien de sanitaire, mais si ça n'est plus sanitaire, et si on fonce tête baissée là-dedans et qu'on essaye de museler la parole de toutes les personnes qui veulent s'exprimer, quitte à créer des comités avec des désinformateurs comme Molimar et Costagliola, est-ce qu'on n'est pas face, là, réellement, à un crime contre l'humanité avec des gens qui sont d'une malveillance diabolique? Oui. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis, oui, là, je m'exprime vraiment mon nom propre, oui, ça, c'est sûr. Ouais. Tu n'appuies pas le CNRS là-dedans. Oui. Pour moi, il y a un réel problème qui peut s'expliquer que par une réduction de population. Bon, ça n'engage que moi. Je pense que nous sommes assez d'accord là-dessus. Une petite note d'espoir quand même. Comment est-ce qu'on peut essayer de s'en sortir? Parce que si l'ARN est partout, y compris dans notre alimentation, qu'on a besoin d'alimentation, comment est-ce qu'on peut essayer de s'en sortir? Est-ce que, par exemple, le bio, l'alimentation bio, pourrait nous en prémunir ou pas du tout? Non, parce que vous pouvez très bien avoir
un animal qui est vacciné à l'ARN messager auto-amplifiant et puis un label bio, hein, puisque le label bio, il va concerner l'utilisation ou non d'antibiotiques, mais ça n'aura rien à voir avec le vaccin. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a écrit bio sur une viande qu'elle n'a pas été injectée à ARN messager. Et il faut savoir quand même qu'en Amérique, notamment au Canada, aux États-Unis, les vaccins ARN messager auto-amplifiants, ils sont encore plus développés qu'en Europe, hein. C'est-à-dire qu'ils existent déjà pour les porcs, et depuis 2012, hein, pour le porc, et également pour les ovins et les bovins, et puis aussi pour les volailles. Et il faut savoir que l'ATU, justement, du CEVA, en France, elle a été reconduite jusqu'en mars de 2027, et elle a été étendue aux volailles. Donc, elle n'est pas obligatoire pour les volailles, comme elle n'est pas obligatoire pour les canards, pour les élevages qui sont inférieurs à 250 animaux, mais ça veut dire que quand même, ils peuvent vacciner des poules, ils peuvent vacciner des poulets, enfin bon, ça pose des problèmes. Est-ce que la législation sur les canards, plus ou moins de 250 têtes est encore valable? Donc on disait que plus de 250 têtes de canards, eh bien, ceux-ci étaient forcément vaccinés, oui, et si un éleveur n'avait pas 250, il n'était pas. Oui. Donc il faut, avant d'acheter du magret, il faut vérifier d'où ça vient, si c'est d'un grand éleveur qui a plusieurs milliers de têtes ou bien d'un petit. Oui. Alors maintenant, il faut voir, parce qu'ils les injectent à J1. Hein. Le premier jour, ils sont injectés avec le vaccin. Hein. Donc, je veux dire, l'éleveur, il peut acheter des jeunes canards, et puis avoir quand même des canetons et avoir quand même des problèmes. Hein. Et donc les œufs également. Et les œufs également, oui. Ah oui, potentiellement, ça contamine tout. Hein. Bien, les ces ARN messagers, ils sont capables de circuler, hein, et de franchir des barrières. Hein. Les amis, on a encore du travail devant nous, hein, pour pouvoir se détoxifier de tout ça. Et on a encore beaucoup de pistes à explorer pour pouvoir contrer le plan de ces cinglés. Et au moins, ce qui est important, à mon avis, c'est de pouvoir s'informer et informer autour de soi. L'ARN messager, c'est quelque chose de naturel tant qu'on l'a dans nos cellules, mais quand on nous l'injecte, quand on nous le fait avaler de diverses sortes, ça ne l'est plus. Et il faut vraiment vous informer. Ce livre et tous les autres de Jean-Marc sont là pour ça. N'hésitez pas à le faire. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la diffuser également. Et on est preneur de toute idée, de toute solution de votre part. Si vous avez des pistes pour pouvoir contrer le plan de ces psychopathes qui nous gouvernent. À très bientôt. Portez-vous bien. Vas-y, Jean-Marc, le mot de la fin. Il faut éveiller le maximum de personnes, parce que si les gens décident de boycotter les vaccins à ARN. D'ailleurs, tu m'as dit en off que ça marchait, le boycott, puisqu'il y avait les canards qui étaient passés en promotion, c'est ça? Oui, maintenant on voit beaucoup de viande de canard en promotion dans les supermarchés, avec différentes enseignes, donc ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience. Probablement qu'il y a des dangers qui sont associés maintenant à la vaccination des canards. Hein. Voilà, les amis, vous savez, vous saviez sans doute depuis longtemps, vous savez encore plus maintenant. Alors diffusez, s'il vous plaît, diffusez cette information. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a des vaccins à ARN messager pour les animaux domestiques. Hein. Il n'y a pas que les animaux d'élevage. Ça existe, justement, c'est une plateforme qui s'appelle Sequivity, mais ce sont ils appellent ça des particules de réplicants d'ARN, mais en fait, ce sont des ARN messagers auto-amplifiants. Et il y a des vaccins qui existent déjà contre la rage, contre la leucosphéline et contre la grippe canine. Voilà. Et ils sont tout aussi dangereux que les autres. Hein, parce que... Merci beaucoup, Jean-Marc. C'est un sujet passionnant et on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Ouais. Merci à toi, chers amis. N'hésitez pas à diffuser cette émission si elle vous a plu. À très bientôt, à la semaine prochaine, en fait. Au revoir. Au revoir.